Bonjour à tous, je suis Patrice Marcadet et suis heureux pour ce nouvel épisode de partager avec vous un entretien qui vous permettra, je l'espère, de prendre un peu de recul par rapport à l'actualité. Le monde de la santé est en ébullition, qu'il s'agisse de l'hôpital, des généralistes, des laboratoires et des patients qui cherchent vainement un médecin. Et maintenant, il n'en a pas toujours été ainsi. Je vous invite à écouter le témoignage d'un chirurgien de 102 ans, le professeur Henri Eschapas. J'étais chirurgien thoracique et je suis maintenant tout à fait à la retraite. J'ai commencé par la chirurgie générale, comme autrefois c'était la règle et même tout à fait nécessaire. J'ai donc fait de la chirurgie générale. J'ai été à ce moment-là chef de clinique et puis ensuite j'ai fait la progression universitaire habituelle, assistant, et puis au moment où la loi Debré sur la transformation des modalités de faire de la chirurgie ou de la médecine à l'hôpital a changé complètement l'avenir de la médecine, et en particulier des chirurgiens ou des médecins, des professeurs qui étaient obligés autrefois de partager leur temps entre le temps de l'hôpital, c'est-à-dire les matinées, plus éventuellement les urgences, les nuits, etc. Et en même temps, il fallait faire de la chirurgie en ville pour pouvoir gagner sa vie parce que la partie hospitalière ne rapportait pratiquement que très peu. Bon, Donc, il y écoutez, avait une double casquette, chirurgie officielle, si on peut dire, chirurgie de fonctionnaire, d'une certaine manière, et d'autre part, une chirurgie particulière, personnelle. vous omettez dans votre présentation un détail, c'est que vous êtes un chirurgien à la retraite 100 ans, mais 100 ans, c'est pas un jeu de mots pour vous. Vous êtes un chirurgien à la retraite, mais vous avez une singularité quand même, une particularité. Laquelle? Ah, devinez. Vue de l'extérieur. L'âge de mon interlocuteur ne semble être une singularité que pour moi. J'ai 102 ans et demi. Et il ajoute, et Demain, moi, j'aurai je vous... un jour de plus. Derrière cette lapalissade demain j'aurai un jour de plus, se cache peut-être la réponse à notre question et maintenant. Demain, je vivrai le présent, le maintenant. Je pense que les gènes que j'ai reçus de mes parents ont été tout à fait à l'origine de cette possibilité et jusqu'à présent, je m'en trouve très heureux parce que je n'ai pas d'handicap majeur. Ouais. J'en ai, certes, mais c'est compatible avec une vie sensiblement diminuée, mais quand même dont on peut profiter. Vous dites que vous avez un capital génétique de bonne qualité puisqu'il vous a permis de vivre jusqu'à 102 ans. Vous pourriez me dire un petit peu, justement, quelle est votre origine? Par exemple, le mot Eschapa, vous avez grandi dans quel milieu? Le nom d'abord, nous ignorons d'où vient ce nom qui est assez rare Oui. en France, dans tous les cas. Et je suis, dans le Midi du moins, je suis appelé Etchapas parce qu'on pense que je suis basque. Oui. En réalité, ma famille a habité la Corrèze depuis plusieurs centaines d'années et je ne sais pas d'où ils venaient. Et ma mère était de la Dordogne, donc tout à fait dans le centre de la France. Et mon père était notaire, comme son père était notaire, son grand-père était notaire. Il y a toute une série de familles de notaires à Brive-la-Gaillarde, qui était une petite ville de 19 000, 20 000 habitants et qui est devenue une ville
presque moyenne d'une 60 000, je crois. Vous êtes d'un milieu de la bourgeoisie libérale. Bourgeoisie libérale. OK. OK. Et vous avez fait votre scolarité à Brive? J'ai fait ma scolarité à Brive et quand j'ai eu les baccalauréats, rhétorique comme autrefois et philosophie, je suis allé faire mes études à Toulouse parce que j'avais une sœur qui habitait Toulouse et comme j'avais pas 18 ans encore, j'ai profité de ce démarrage de Toulouse qui était une faculté peu connue, du moins peu renommée, mais qui a démarré après la guerre de 1945 parce que des patrons, un en particulier, a envoyé ses élèves aux États-Unis. Et c'est aux États-Unis que nous avons non seulement découvert cette nouvelle chirurgie, mais en plus que nous avons appris un certain nombre de méthodes nouvelles. Et comme nous étions chacun un peu spécialisés, depuis l'anesthésiste jusqu'à la réanimation, la chirurgie cardiaque, la chirurgie thoracique, la chirurgie intestinale, l'orthopédie, tout ça a permis à Toulouse de démarrer sur de nouveaux chantiers d'abord et dans des conditions tout à fait remarquables. Et c'est actuellement dans les statistiques, ça fait partie des meilleurs hôpitaux de France. Et vous n'y êtes pas pour rien. Donc, comment se fait-il que le fils de notaire que vous étiez, jeune bachelier, se soit mis en tête de faire de la médecine? Parce que je ne voulais pas faire du droit. Et parmi les professions qui me paraissaient intéressantes, il y avait la chirurgie qui était à ce moment-là, du moins dans mon esprit, une chirurgie médicale, uniquement médicale, de campagne ou de petite ville, c'est-à-dire la véritable médecine. Après, nous sommes devenus des artisans plus ou moins capables pour manipuler les nouvelles drogues ou les nouveaux instruments de chirurgie. Mais ce n'est que petit à petit que la médecine a évolué sous l'effet des Américains, voire des Anglais, et puis ensuite des Français qui ont appris aussi bien que les autres ces nouvelles technologies. Ouais. Et ce qui paraissait impossible est devenu possible, en chirurgie du moins. D'accord. Et quand vous avez commencé vos études de médecine, vous saviez que vous vouliez être chirurgien. Vous n'avez pas Non, envisagé. je voulais être médecin. Et éventuellement, médecin, donc médecin praticien, généraliste, habitant une petite ville ou la campagne, ça m'était égal. Et pourquoi vous vouliez être médecin? La médecine a l'avantage, c'est que où qu'on soit, on peut rendre service, on peut soigner, et c'est le mot, apporter ses soins à quelqu'un qui soit blanc, jaune ou rouge ou n'importe qui, et on peut être toujours utile. Et c'était dans cet esprit que je suis parti en médecine, avec le souvenir que me rappelait ma mère d'un ancêtre qui avait été médecin de campagne Ah bon. au XVIIIe siècle. Donc, vous vouliez être médecin, vous vouliez soigner, vous vouliez être utile. Est-ce qu'en parlant de ça, on tient un des fils conducteurs de votre vie? Je crois. Soigner, être utile, guérir, soulager, tout ça, c'est vraiment des valeurs importantes pour vous. Ah oui, oui, c'était dans la suite de mes études, c'était de réaliser tout cela et éventuellement de jouer un rôle sur le plan civique, comme les médecins d'autrefois étaient conseillers municipaux, maires, ou ils avaient une vie en dehors de la médecine par leur capacité peut-être d'analyse, de connaître d'abord la population locale. Je crois que c'est très important, et surtout dans la campagne. Absolument, absolument. Et donc, ce projet, je pourrais dire politique, est-ce que vous l'avez réalisé ou est-ce que vous l'avez mis à côté dans votre parcours?
Non, absolument pas. Je n'ai pas réalisé cela, d'abord parce que j'étais pas porté vers la politique. Du fait de mes occupations, il faut beaucoup de temps, et puis c'est un autre métier, et je ne pouvais pas faire les deux. Si j'avais été médecin de campagne, je crois que c'est possible de faire les deux, mais en ville, ce n'est pas possible. Or, je me suis installé à Toulouse. Vous avez parlé de l'Amérique et donc vous vous êtes rendu en Amérique pour moderniser la pratique chirurgicale? Je suis parti avec, enfin, successivement, avec un orthopédiste, un anesthésiste, et cetera, et moi, j'étais celui qui était orienté sur la chirurgie thoracique, qui, à ce moment-là, était tout à fait débutante en France. Il n'y avait que 2 endroits où l'on en faisait. Il y avait à Lyon et il y avait Paris. Et sinon, on considérait que c'était de la chirurgie d'acrobate, mais pas du tout une chirurgie réaliste. Et à ce moment-là, il y avait énormément de tuberculose et on guérissait difficilement la tuberculose, et ça a été donc le début des indications de la chirurgie dans la tuberculose. Je savais par les revues que je recevais déjà, ça m'intéressait beaucoup, toutes les nouveautés intrathoraciques, c'est-à-dire s'occuper du poumon, du médiastin, de tout cela. On ne parlait pas encore, quand j'ai débuté, de la chirurgie cardiaque. Sinon, pour des petites interventions de nécessité, mais pas de choix. Quand il y avait des blessures, des choses comme ça, on savait faire un certain nombre de choses, mais on ne savait pas toucher le poumon, on ne savait pas toucher ou mal l'ésophage, etc. Et là, je suis allé aux États-Unis pour ça. Et j'ai visité les meilleurs chirurgiens du point de vue mondial et de la spécialité. Et ça, c'était une pratique qui se faisait en France. Si vous connaissiez d'autres chirurgiens qui avaient fait ça? Non, oui, enfin, qui avait débuté, oui, il y avait Paul Santi à Lyon et Jean Maté, surtout à Paris, qui débutaient cette chirurgie, Et ils s'étaient formés aux qui eux États-Unis. aussi étaient allés aux États-Unis. C'était le parcours initiatique. Tout à fait. D'accord. Mais c'était quelque chose qui a été facile, ou il a fallu vraiment se battre pour pouvoir aller aux États-Unis? On est en quelle année là? Alors, c'était en 1949. Il y avait à ce moment-là un ancien de Toulouse, le professeur Bugnard, qui était le directeur de l'Institut d'hygiène et qui était juste après la guerre, à la fin de la guerre en 1945, qui à ce moment-là avait des ouvertures sur l'Amérique et avait obtenu des bourses variées, soit de l'Amérique elle-même, soit de Rockefeller. Moi, je suis parti avec Rockefeller. Et à l'époque, vous aviez des enfants, vous étiez marié, vous étiez célibataire? J'avais 2 enfants, oui. 2 Ah, enfants qui avaient 5 ans et 2 ans. Voilà. J'imagine que ça n'a pas dû être simple de quitter les enfants et pour aller aux États-Unis. D'abord, il fallait que ma femme accepte, ce qu'elle a fait très volontiers parce qu'elle-même était passionnée par l'enfance, la petite enfance, et elle savait par les revues qu'il y avait des progrès formidables pour les soins et la psychologie des enfants aux États-Unis. Donc, elle m'a accompagné. Moi, je suis parti pendant 1 an. Elle m'a accompagné pendant les derniers 6 mois, où elle a pu visiter très facilement les centres de la petite enfance, pendant que moi, je suivais des services de chirurgie thoracique. Et également le début de la chirurgie cardiaque que j'ai vu à Boston. Donc, vous étiez un pionnier. J'étais, pardon? Vous étiez un pionnier. Un pionnier. Ah, Hein. mais oui, c'était les pionniers qui étaient à Boston. Oui.
Oui, mais vous êtes un pionnier par rapport à la chirurgie française. Pas en chirurgie cardiaque. J'ai Non, vu mais opérer, chirurgie etc. thoracique. Mais en revenant, je n'ai fait que de la chirurgie thoracique, ce qui Très n'est bien. pas le cas de mes amis qui sont plus jeunes et qui, eux, ont commencé par la chirurgie thoracique et qui ont dévié ensuite sur la chirurgie cardiaque, où ils sont devenus spécialisés en chirurgie cardiaque, comme moi, de mon côté, en thoracique. D'accord. Mais il y a un Et certain nombre de choses, de réanimation, d'anesthésie, etc., qui sont communs. Les d'accord. équipes savaient faire les deux choses. Bon, donc, le fils de notaire de Brive-la-Gaillarde, il est devenu une sommité en matière de chirurgie. On peut dire ça. Non, pas sommité, mais en tous les cas, j'ai appris dans de bonnes conditions à faire de la bonne chirurgie thoracique. Et ça ne va Bon, pas plus loin. oui, ça ne va pas plus. Quel était le projet que vous aviez? Le projet, j'étais parti pour la chirurgie thoracique et je suis revenu pour la chirurgie thoracique. D'abord, en essayant d'appliquer ce que j'avais appris. Deuxièmement, avec du matériel nouveau, du moins, oui, relativement nouveau, que la Fondation Rockefeller a acheté pour moi. J'ai eu un crédit de plus de 1 000 $ de l'époque pour acheter du matériel et pouvoir réaliser ce que j'allais commencer à faire à Toulouse. Et je dois dire qu'il y avait à ce moment-là, aux États-Unis, un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas trouver en France, en particulier des fils de soie extrêmement fins et sertis qui dans des aiguilles également très fines. Et l'Institut Rockefeller m'a dit non, je ne vous donne pas d'argent pour acheter ça parce que vous êtes en France extrêmement compétent pour le traitement des fils en soie, donc débrouillez-vous pour le faire développer en France. Bien. C'était très sympathique de leur part, je trouve, d'avoir refusé quelque chose qui pouvait se trouver ailleurs. Ils n'ont pas cherché à vendre leurs produits. Avoir une vision impérialiste Oui, du matériel. Bon, très bien. pour faire de la chirurgie, quelle qu'elle soit, thoracique, un peu spécialisée dans ce cas, il faut faire une équipe autour de l'objectif pour vraiment pouvoir faire dans de bonnes conditions et sans faire courir de risques aux malades, pour pouvoir faire la chirurgie thoracique complète, c'est-à-dire du poumon en particulier à cette époque-là, des cancers du poumon que j'étais allé voir à New Orleans, etc., etc. Donc, c'est comme ça que ça a démarré petit à petit jusqu'à faire une école de chirurgie thoracique. C'était un centre important du sud-ouest avec Bordeaux pour faire cette chirurgie. Mais ça a démarré Bien. plus vite parce que j'avais appris les bases dans de Aux bonnes conditions. États-Unis. D'accord. Et vous avez pratiqué la chirurgie jusqu'à quelle année? Jusqu'à ma retraite en 92, je crois. 1992. J'entends. 1992, oui. Vous avez donc un long parcours. Et maintenant, quand vous regardez l'état actuel de la santé en France, quel regard vous portez sur l'évolution des choses? Je pense que nous sommes tout à fait au niveau des équipes étrangères qui sont les meilleures. On ne connaît pas bien ce que font les Chinois, mais ils sont très bons aussi. Ils font beaucoup de chirurgie expérimentale et ils osent faire des choses qu'on n'ose pas faire en France, en particulier de faire des cœurs artificiels. Ils sont très, très en pointe là-dessus parce qu'ils bravent
tout ce que l'on peut dire sur cette chirurgie, qui est une chirurgie excessive, inutile, coûteuse, etc., ce qu'on redoute de faire en France. C'est pour ça qu'en France, on n'a pas fait les premières transplantations cardiaques, parce que les premières ont été faites aux États-Unis, puis ensuite en Afrique du Sud. Donc vous pensez que là, On n'hésitait pas à opérer, même sur des techniques très nouvelles, qui ont été, au fond, une période d'expérimentation. donc vous pensez que en France, on est un petit peu, je dirais pas timoré, mais Non, non, c'est pas par manque de courage, c'est parce que c'est mal vu, c'est mal accepté par la population. Ça a changé beaucoup depuis 10 ans. C'est pour ça on a pu tenter de faire des cœurs artificiels. mhm, d'accord. Tout ça se D'ac- fait dans le temps. Il faut du temps, à la fois pour former les équipes, il faut des anesthésistes habitués à cette chirurgie, on a appris à utiliser des cœurs artificiels, etc. Mais c'est dans le temps. Oui, justement, c'est là où votre regard est important parce que vous vous projetez dans le temps. Vous n'avez pas une vision de quelqu'un qui vient d'arriver, qui vient de se spécialiser. Vous voyez les choses dans la durée et c'est ce Ah oui, regard-là qui est important. j'ai un long recours, un long retour sur l'arrière. Oui, Et en plus, on apprend tous les jours. oui. Pas quand on est à la retraite, on apprend autre chose. Hmm. Mais quand on est chirurgien, on apprend tous les jours. Il faut voyager, il faut aller voir les équipes qui ont l'expérience d'autre chose que ce que l'on fait. Et vous dites, quand on est à la retraite, on apprend autre chose. Qu'est-ce qu'on apprend quand on est à la retraite? Apprendre, on apprend ce qu'on aime, avant tout. D'abord, on peut mieux s'occuper de la famille et Mhm. ensuite, on peut faire ce on aurait aimé faire si on avait eu le temps autrefois. En Et pour, particulier pour moi, ce qui est en relation avec la peinture, enfin, mais pas pour en faire, mais pour l'admirer, pour suivre un peu le mouvement, ça m'intéresse. Justement, quelle est la place de la culture dans votre vie d'une façon globale? Vous étiez dans un domaine quand même extrêmement scientifique, extrêmement pointu. Euh, Est-ce que vous avez pu regarder un petit peu autour ce qui se passait en peinture, en musique, en cinéma, que sais-je? Dans la mesure où j'avais du temps, oui, j'ai pu quand même m'entretenir. C'était probablement aussi parce que le, le grand-père de ma femme était peintre. Ah, Il était un élève et un ami de Puvis de Chavannes. ah, Il était peintre authentique, il n'a fait que ça toute sa vie, mais il habitait Angoulême après avoir fait des études à Paris, aux Beaux-Arts, mais il n'a pas suivi le mouvement vers l'art moderne. Et il appréciait essentiellement les impressionnistes et toute cette période très classique, au fond. mhm. Mais ça s'est fait peu à peu. Mais il Donc, voyageait beaucoup. Il était en même temps archéologue. Il s'intéressait à l'architecture. Il a fait des plaquettes sur la cathédrale d'Angoulême, sur beaucoup de choses. donc, vous avez baigné par votre belle famille dans le monde Voilà, de la peinture. c'est vrai. Tout ça est vrai. Vous avez eu le temps de lire? J'ai le temps de lire. J'aime beaucoup ce qui est historique, comme les personnes âgées. On s'intéresse de plus en plus sur l'histoire, je crois, et puis sur tout ce qui touche l'art et la sculpture et l'architecture, etc. Mais sans en faire moi-même un deuxième métier ou même sans s'ouvrir sur de nouvelles possibilités en peinture ou des choses comme ça. Je n'ai pas ces qualités, même si j'en ai l'envie,
pour réaliser ça. Non, vous en avez l'appétence, vous en avez la curiosité. C'est ça. J'aimerais bien dessiner, éventuellement peindre, ce qu'on peut faire jusqu'à sa mort. Et je n'ai pas les qualités pour ça. Vous ne vous êtes pas autorisé à le faire. Non. Je voudrais avoir votre regard justement dans la durée par rapport au sujet de l'éducation. Vous avez vécu, petit garçon à Brive, j'imagine, dans une école communale ou dans une école privée, je ne sais pas. J'ai été dans une école communale d'abord, où j'ai fait le primaire. Oui. Ensuite, je suis allé dans une école pour faire jusque la philo, y compris. Mmh. Et puis après, j'ai été en faculté de médecine. D'abord la faculté des sciences, parce qu'on faisait le PCB, PCB. physique, chimie, biologie, Mmh. ce qui ne se fait plus, peut-être dommage. Et puis ensuite, la faculté de médecine. Voilà. Mmh. Donc ça a été une suite logique. Et quel souvenir vous avez gardé par exemple, de votre école primaire? Quel souvenir vous avez gardé de ça? Je n'ai jamais aimé l'école. Ah ben voilà qui est intéressant. Jamais je n'ai aimé l'école. J'allais à l'école primaire qui était près de chez moi, très bonne, très, très simple, essentiellement avec des enfants de paysans des environs, enfin des choses comme ça, des environs de Brive. C'était une petite ville, donc il y avait beaucoup de paysannerie autour. Et ensuite, en fac des sciences, et je devenais à ce moment-là étudiant universitaire, je n'ai pas spécialement aimé ça. Ce que j'ai aimé, c'était plus ce qui était pratique, ce qui était d'ordre manuel, d'ordre des choses de ce genre. Ce qui fait que, sans penser au début à la chirurgie, quand j'y ai pensé, je n'avais aucun problème, aucun souci pour ça. Ça s'est passé bien. Ça, c'est important. Vous soulignez le côté, la dimension manuelle du chirurgien, ce qui semble assez évident. Mais l'école en elle-même, ça n'a pas été d'un… Ah, j'aimais bien à ce moment-là, une fois au PCB, j'aimais Oui, oui. disséquer, mais avant, non, pas Oui, spécialement. mais il y a tout le reste avant quand J'étais même. plus intéressé par la bicyclette, par l'escrime, je faisais de l'escrime, par des choses plus physiques. Ce n'est qu'après que ça a débouché sur le manuel proprement dit, Ouais, mais utilitaire pour un métier. ouais. Mais vous disiez que votre femme s'était beaucoup intéressée à l'éducation et vous Oui, avez partagé cet intérêt avec elle? oui, parce qu'au retour des États-Unis, ma femme a créé dans la maison que nous habitions à Toulouse un petit centre pour des petits-enfants éduqués avec beaucoup de liberté et qui petit à petit s'est orienté sur des enfants anormaux, des Mongoliens, des petits-enfants. Il y avait toute une équipe de bénévoles, c'était entièrement bénévole. Et puis en plus, après, elle s'est intéressée à la vie en société. Elle a compris que si on ne changeait pas les structures, on ne pouvait rien faire. Ça ne durait pas. Donc il fallait créer des structures nouvelles qui permettaient justement de développer les théories nouvelles de psychologie, d'éducation, de pédagogie, les rapports avec le maître et tout ça qu'elle avait vécu aux États-Unis. Comme Montessori? Pardon? Comme Maria Montessori, par exemple? Elle connaissait très bien l'affaire Montessori, oui, 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 oui. Puis il y avait plusieurs spécialistes comme ça, qui a été D'accord. complètement abandonné et qui est en train de repartir depuis quelques années, Oui, c'est la exact. technique de Montessori. C'est exact. Mais c'était devenu un centre développé, on venait voir ses réalisations, en particulier l'éducation des familles
pour que ce que l'on pouvait apprendre ou découvrir dans dans le centre qui avait donc été ouvert pour eux, mais qui ensuite ont été suivis par des pédagogues ou par des spécialistes qui avaient des diplômes de psychologie ou autre pour confirmer la qualité, la valeur justement de cet enseignement. Enseignement de liberté essentiellement et progressif. Bravo. J'imagine que, donc, si vous-même, vous faisiez votre recherche, si votre femme faisait votre recherche, vous aviez une vie extrêmement chargée, extrêmement Et occupée. peut-être un peu trop vis-à-vis des enfants, pour moi. Pour ma femme, non, c'est elle qui les a élevés pratiquement plus que moi. Parce que moi, j'étais très, très pris par l'hôpital. Bien sûr. Et vous avez eu combien d'enfants? 5 enfants. 5 enfants. C'est énorme. Donc, vous étiez des bâtisseurs, des constructeurs. Vous étiez des défricheurs. Peut-être, oui. Oui, oui, Mais oui, je crois. c'était dans la passion des deux côtés, alors c'est pas lourd, même s'il y a beaucoup de travail. Et je pense que quand on mène une vie comme ça, aussi intense, c'est qu'on est animé de valeurs, de convictions fortes qui vous habitent. Est-ce que vous voulez en dire un mot sur votre façon de voir un peu la vie? Oui, la vie. Ah, moi, je pense que la vie est bâtie sur des projets. Tant qu'on n'a pas de projet, on ne peut rien faire. Et pour avoir des projets, il faut sans cesse apprendre. Apprendre dans une spécialité, mais ça ne s'arrête jamais. Il y a des progrès tous les jours. Il faut savoir les trouver, où ils se font, trouver les personnes, se faire des amis, beaucoup d'amis, c'est important, dans la même spécialité pour confronter ses idées avec les uns avec les autres. Je crois que c'est ça qui est intéressant, d'avoir toujours quelque chose devant. Oui, c'est vraiment le sens de mon podcast. Et maintenant, c'est justement inciter les gens à trouver quelque chose devant, quelque chose qui les meut, qui les pousse, qui les invite à agir. Ça, Un c'est projet, un un projet. projet, c'est Ah sûr. oui, pas de projet, on est mort. Apprendre, avoir des projets, voilà la réponse au « et maintenant » du professeur Henri Echapas, 102 ans. Et il n'y a pas de pédagogie par rapport aux citoyens. On a voulu faire l'Europe, mais on n'a rien appris, les gens ne savent pas ce que c'est. Alors tout est là. Et comment ça se fait, ça? Et ça fait partie de l'esprit français, je crois. On croit être toujours les plus forts, on ne l'est pas, parce qu'on l'a peut-être été, mais on ne l'est plus. Se moquer de l'Europe, ça ne compte pas. La seule chose qu'on retient, c'est que pour faire du camembert, il ne faut pas de lait cru. Voilà. Mais si ça en reste à ce niveau, évidemment, ça n'intéresse pas beaucoup les gens. Mhm. Par contre, on voit qu'on est inondé de matériel, de petits matériels ou de gros matériel qui vient de l'étranger. Ça, on le sait. Mais on ne sait pas pourquoi. Justement, comment avez-vous vécu ce changement qui s'est passé au cours de votre vie, ce changement qui a fait qu'on est passé de l'imprimé, du livre, au numérique et à l'Internet, etc. Comment vous avez vécu cette révolution? Je ne sais pas. Je me suis toujours intéressé aux problèmes politiques, mais de loin, comme ça, oui, mais de très loin. Mais ça m'intéressait toujours. Ce qui fait que je me suis rendu compte que les technologies nouvelles permettaient de faire des choses incroyables qu'on n'imaginait même pas. Et c'est ça qui m'intéresse toujours d'ailleurs. Je regarde toujours
dans les discussions dans des livres qui parlent autour de cette question. Ou bien j'écoute beaucoup des reportages à la télé. Oui. Mais est-ce que vous avez mis les doigts dans l'ordinateur, vous tapez des mails, vous en servez Je me sers l'ordinateur comme je me servais de la machine à écrire, mais ça ne va Pareil. pas beaucoup plus loin. D'accord. Mais c'est déjà extraordinaire. Il y a quantité de gens infiniment plus jeunes que vous qui ne veulent pas y mettre les doigts. Il y a 7 ou 8 ans, je me suis rendu compte que si on ne pouvait pas manier ces appareils, on était en dehors de la vie normale. C'est vrai. Mais Absolument. je ne sais pas utiliser toutes les possibilités de cet appareil, même sans aller très loin, Oui. parce que j'utilise pour faire des, des brochures, si je peux dire, pour raconter un peu l'histoire de la famille, des choses comme ça pour les enfants. Mais je ne sais pas de faire davantage parce que j'oublie une fois à l'autre, étant donné que la Oui. mémoire est partie. Non, mais c'est déjà extraordinaire que vous utilisiez ces machines. Bon, je voudrais, pour conclure, j'aimerais que nous parlions du vivant. Oh, c'est une question un peu vaste. Je Oui, ne vois pas très bien comment répondre. oui, elle est très vaste, oui. Moi, je pense que le vivant, on est dedans ou on est en dehors, on vit comme autrefois. Si on n'avance pas, on recule. C'est ça le problème. Mais je vois aussi les limites, en particulier en chirurgie. Pourquoi vouloir indéfiniment prolonger la vie? Surtout souvent à des gens qui n'y ont aucun intérêt, qui n'apportent rien, même pour eux-mêmes. Sinon, des affections de la famille, des choses comme ça. Mais il y a un moment où c'est la fin, puis voilà. On peut pas. Moi, j'admets tout à fait que la vie est quelque chose de temporaire, mais comme je crois qu'après la vie terrestre, il y a une autre vie, ça ne me peine pas beaucoup. Parce que vous croyez en une autre vie après la vie. Ah oui, oui, sans aucun doute, et je n'ai aucune hésitation là-dessus. J'ai lu beaucoup de choses, en particulier Teilhard de Chardin, qui m'intéresse beaucoup, ses livres, justement. Puis j'ai eu un bon ami, le père Martelet, qui était tout à fait dans la même ligne de pensée et avec lequel on parlait beaucoup. C'était un ami. Donc, ça ne m'a jamais posé de problème, non. La foi est pour vous quelque chose de bien ancré dans votre identité, je peux dire. Ah, sûrement, oui. Sûrement, oui. Oui, je pense que même pour faire son métier, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a, il y a une façon, disons, pratique, ce qui n'empêche pas que de temps en temps, on est emporté par comment dire, par l'avenir, par tout ce que l'on voit derrière tel geste ou telle façon d'agir. Mais si on n'a pas de réflexion sur soi-même et sur ce qu'on fait, ce n'est pas très bon. Mais c'est vrai que ça pose des problèmes. Donc là, votre foi vous aide à prendre cette distance pour vivre le monde sans, je dirais pas sans angoisse, mais avec une perspective. Vous Ah n'êtes oui, oui, pas absolument. Oui, oui. absolument. Oui. Puis ça n'empêche pas que dans cette même lignée, cette même perspective, on a un regard sur les autres qui est différent, y En compris quoi? sur la mort, même sur la mort des autres. Oui, sans doute. Et sur sa propre mort, Oui, bien évidemment. Oui. Vous diriez ce que sont ça, des choses très souvent difficiles à expliquer
difficile même à admettre ou à comprendre, mais moi je vis avec, voilà. Et j'essaie de me tenir au courant, au point de vue des livres, justement, sur tous les obstacles qu'il peut y avoir, les arguments contre, comme les arguments pour entretenir cette idée, la conforter ou au contraire l'abandonner. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas abandonnée. Et quand vous regardez l'église de votre enfance et l'église de maintenant, Il y a un monde. Autrefois, on ne se posait pas de questions. On était dans une famille catholique. On suivait les exercices normaux qui étaient prescrits par l'Église catholique sans essayer de comprendre grand-chose, sinon le b.a.-ba. Et c'est normal qu'actuellement, il y ait la plupart, enfin une grande partie de la population ne croit plus parce qu'ils sont restés au stade du catéchisme quand ils en ont fait. Alors, ça n'a la rien à faute, voir avec la pensée moderne sur ce plan religieux. la faute à qui? Je pense à l'Église. Nous avons élevé nos enfants dans une perspective, je dirais, de croyance en autre chose que du présent. Eh bien, c'est un échec total. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aient pas appris beaucoup de choses, qu'ils vivent sans s'en douter dans le même esprit, mais qui devient un peu naturel. Et c'est un peu l'objectif. Et puis en plus, on change. On peut à un moment ne plus croire, et puis ensuite on croit, et puis c'est pas évident. Ça demande toujours un effort de comprendre, d'essayer d'être conforté dans ses idées par d'autres qui sont des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui sont intelligents, qui font des métiers variés, qui sont scientifiques ou pas. Tout ça, c'est peu à peu. La vie est faite de mouvements dans tous les sens. Donc, la vie est faite de mouvements, le vivant se développe, le vivant est en cours et c'est un processus. Comme dit une chercheuse à laquelle je dois beaucoup, qui s'appelle Hélène Trocmé-Fabre, c'est toujours le non encore. On est dans le non encore. Et il y avait une citation d'elle: la vie que nous hébergeons pour un temps dans notre corps est continuité. Deux points, ouvrez les guillemets. Elle ne commence pas, elle continue. Cette phrase prononcée par François Jacob au procès de Bobigny s'applique à la phylogénèse, à l'ontogénèse, à chaque jour de notre vie quotidienne, à nos peines, à nos joies, au partage de la complexité dont est fait le tissu de notre vie, à l'évolution du vivant à laquelle nous participons, même si nous l'ignorons encore. Voilà, c'était cette pensée que je Très voulais beau. vous soumettre. C'est très bien. Cette conclusion Ça, de cette personne est très belle. oui. Et la phrase de Jacob, la vie est continuité, elle ne commence pas, elle continue. Oui, Je pense que ça, c'est assez théardien aussi. tout à fait, Hein? tout à fait, tout à fait. Ouais, Même, ça peut paraître dévié dans tous les sens, etc., mais en général, même l'échec permet une avancée. Si on apprend de l'échec quelque chose. Voilà, c'est ça qui est important. eh bien, écoutez, Monsieur Henri Eschapas, je vais le prononcer comme il faut. Très bien prononcé. Je vous remercie infiniment de cet entretien qui, je trouve, illustre parfaitement mon projet de Et maintenant. Et ce que vous venez de dire en conclusion laisse à chacun, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, la possibilité d'espérer, d'entrevoir, de chercher un projet, d'avancer dans son parcours. Très bien. Très belle conclusion.
Je vous remercie infiniment. Merci. Merci à vous, mais je ne sais pas à quoi ça va vous servir, Ah mais ben, vous allez voir. Effectivement, nous allons voir. Si vous êtes arrivé au terme de ce long podcast de 45 minutes, c'est que vous aimez réfléchir. Le professeur Henri Chapas nous a parlé avec beaucoup de franchise de son parcours, de la médecine, de la chirurgie, de l'éducation, de la politique, de la peinture, de ses lectures, de sa foi. Si ces thèmes éveillent en vous des émotions, des idées, des commentaires, n'hésitez pas à les partager avec nous. Écrivez-moi patricemarcade@c-adire.net. Je les transmettrai aux abonnés de la newsletter. Et maintenant, abonnez-vous, invitez vos proches à écouter et à s'abonner à leur tour. Je vous dis à très bientôt.